Alors bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous rejetez dans l'environnement, vous dispersez. L'incinérateur est un disperseur, donc vous allez disperser sur les végétaux dans les prairies. Évidemment, on va tellement disperser que la pollution, quand on va l'analyser, elle sera presque inexistante. Ce sera une trace, comme on dit. Ce sera un bruit de fond. Ça, c'est le mot que j'adore, ça. Un bruit de fond. Parce que j'aurais mesuré effectivement 1 kilo d'herbe et j'aurais cherché la quantité de dioxine, de furane et autres cochonneries que j'aurais dans 1 kilo d'herbe. Ce sera quasiment rien. Ce sera rien. Mais par contre, si je m'intéresse aux bestioles qui vont manger l'herbe, qui sont des consommateurs de végétaux, eh bien, eux, en mangeant l'herbe, ils vont ramasser toutes les cochonneries qui seront tombées, et puis on va se retrouver effectivement dans une situation où la concentration, quand je vais prendre 1 kilo de végétaux, eh bien, la toxicité, elle sera plus la même. On va se retrouver avec une concentration au kilo qui sera beaucoup plus élevée, puisque la masse globale diminue. Et quand je prendrai les consommateurs de végétaux, par exemple, c'est-à-dire les prédateurs, eh bien là, on se rend compte que dans leur graisse, on va commencer à trouver des taux de concentration absolument énormes au niveau, effectivement, de leurs différents tissus. Et puis si je monte, ben, il y a le super prédateur qui, lui, sera encore beaucoup plus contaminé. Et puis au-dessus, bien évidemment, bon, si on est parti dans la rivière avec les poissons, eh bien, je vais me retrouver là avec un poisson et un personnage qui, lui, par contre, il aura récupéré là en haut, au kilo, toute la pollution qui aura été dispersée sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Donc voilà le problème. Le vrai problème, il est là, c'est-à-dire qu'on a une situation où on a une pyramide inversée. On disperse, on disperse, on disperse. N'ayez pas peur, bonnes gens. On a tellement dispersé, on ne trouve rien. Manque de peau, la nature, c'est pas comme ça qu'elle marche. Elle ramasse tout. Elle remonte ça. Et puis au bout, tout en haut, là, de la pyramide, qui c'est qui est assis confortablement sur la pyramide? Ben, c'est nous. Hein. Alors, bien sûr, c'est une place qui est quand même relativement peu enviable. C'est vrai que c'est une drôle d'idée d'appeler ça l'effet sauterelle. Hein. Alors, bien sûr, regardons un petit peu notre organisme, parce que c'est quand même nous que ça concerne. Si nous prenons effectivement le corps humain, on voit ici les concentrations en eau qui sont à l'intérieur de notre corps. Notre cerveau, on a 76% d'eau, dans nos poumons, 78%, dans notre cœur, 79%, dans l'estomac, 75%, et puis on continue comme ça. Ça veut dire qu'en clair, à quelque part, nous sommes tous et toutes des bouteilles à pattes. On est plein de flotte, à 70%, on est plein d'eau. Et l'eau que vous avez aujourd'hui, dans 3 semaines, vous ne l'aurez plus, vous l'aurez éjectée, et vous aurez dû chercher dans l'environnement, par votre nourriture ou pour votre boisson, il faut compenser. Alors bien sûr, comment on compense? On va aller chercher effectivement dans la nature les produits qui sont nécessaires pour notre eau. Mais malheureusement, quand on va dans l'environnement, notre dépotoir respiratoire avec tout ce qu'on y jette, eh bien, lorsque les nuages arrivent et que les gouttes d'eau tombent, eh bien, elles vont récupérer tout ça. Elles le ramènent sur le sol, ça va rentrer dans nos cours d'eau, bien sûr, ça va se mettre sur les plantes, ça va se mettre sur nos légumes, voilà. Ça va même rentrer dans les sols et puis être repris par les vers de terre et remonter à l'intérieur des poules, des œufs et tout le reste. Les vaches, elles sont dans la même situation. Et puis derrière, bien sûr, on va utiliser ça pour l'alimentation humaine, et c'est l'homme qui, au bout du compte, va donc reconsommer ces différents produits qui sont là, et qui auront effectivement reçu, qui ont récupéré d'une certaine manière tout ce qui est autour d'eux. Je disais toujours quand j'enseignais et que j'avais des petits en 6e, là, généralement on pouvait passer un trimestre pour leur expliquer la pollution, ils ne comprenaient pas vite. Il fallait du temps, parce que pour eux c'était assez abstrait, c'était le bout de papier qui jetait. Alors j'avais un truc infaillible, je prenais toute la classe, les petits gamins qui arrivaient, je les mettais dans le coin de la classe, je les serrais les uns contre les autres, et puis je leur disais, maintenant vous écoutez bien, je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est que la pollution. Mais vous allez écouter, mais vous n'allez pas faire. Vous allez imaginer, vous allez écouter, mais vous n'allez pas faire. Alors ils me regardaient comme ça, ils se demandaient ce qui allait leur arriver. Alors je leur disais, bon, vous voyez maintenant, la pollution dans le monde, c'est ça. Vous levez le menton, alors ils regardaient, est-ce que je dois bouger ou pas? J'ai dit oui, là vous levez le menton. Voilà. Et maintenant vous imaginez, vous fermez les yeux, et vous imaginez que je compte jusqu'à 3. Et vous imaginez, quand j'arrive à 3, que vous tous ensemble, vous crachez en l'air. Vous comprenez très bien que vous avez peu de chances de récupérer le vôtre.
mais vous avez toutes les chances de récupérer celui du voisin. Eh bien là, c'est exactement la situation où nous nous trouvons. Et puis c'est comme ça, alors évidemment, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « Oh mais moi, vous savez, M. Dittmann, moi j'achète mon eau au supermarché, je l'achète en bouteille. » Oh la pauvre. L'eau neuve, elle n'existe pas. Il n'y a pas une goutte d'eau sur la planète qui n'a pas 3,7 milliards d'années sous forme liquide. Ça veut dire que vous pouvez prendre toute l'eau que vous voulez, d'une manière ou d'une autre, dans une bouteille de, je ne vais pas dire les marques parce que je vais me faire attaquer, mon robinet ou n'importe. Vous avez une certitude, c'est que cette eau, elle est au moins passée dans un certain nombre d'organismes avant d'arriver chez vous. Bien sûr, elle a été filtrée entre-temps au niveau du cycle, mais la molécule en tant que telle, elle est passée. Elle a fait le tour. Et alors évidemment, on parle de métaboliser. Hein. Bon, alors métaboliser, ça veut dire uriner, ça veut dire transpirer, ça veut dire pleurer, hein, un petit peu. C'est comme ça que ça s'exprime les choses. Voilà. Alors bien sûr, c'est comme ça qu'on voit effectivement par rapport à notre environnement. Et je crois que la médecine y vient maintenant. Je crois que c'est le symbole qui vient d'être compris par la médecine, puisque d'après ce qu'on nous a dit au niveau des formations universitaires, c'est qu'on a enfin conscient que l'homme est complètement, étroitement calé sur le cycle de l'eau. Il ne peut pas en sortir, il est toujours dedans. Alors c'est pour ça, les espèces de vieux trucs du siècle passé, comme les incinérateurs, c'est pas là qu'il faut les jeter. Hein. C'est pas la fumée des incinérateurs qu'il nous faut. Il faut trouver des solutions plus nobles. Alors vous me direz, oui, il n'y a pas que les incinérateurs. Alors je suis d'accord avec vous. Il y a les voitures, il y a tout ça, effectivement. Mais il y a des choses qu'on peut ne pas utiliser, et puis d'autres, bon, ça met un peu plus de temps. Mais l'incinérateur, s'il y a un truc dont on n'a vraiment pas besoin aujourd'hui, on sait faire autrement, eh bien, je pense que c'est de ce côté-là qu'on peut chercher. Alors, en 2008, vous savez, on croyait que ça allait continuer comme ça. Finalement, un beau jour, on s'est retrouvé le nez dans la porte. La porte, il y a une pancarte dessus, il y a marqué Lehman Brothers. Alors là, on s'est posé des questions, et puis on s'est rendu compte, tout d'un coup, tout est folle. Ah, ça ne marche plus. Le système ne fonctionne plus. Il faut changer. Ah oui, alors que faut-il changer? Eh bien voilà, c'est là qu'on arrive finalement au niveau de nos braves poubelles, et que l'on voit là, ici, qu'en France, en moyenne, les produits résiduels ultimes, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas trier en quelque sorte, ce qui est mélangé, représente 360 kilos par habitant et par an. Et pourtant, dans une poubelle, on a 25% de journaux, 13% de verre, 4% de métal, 11% de plastique, 18% de textiles combustibles, incombustibles et d'autres produits divers, et 29% de matières biodégradables. Ça, c'est le contenu de notre poubelle. Bon, alors on n'a pas trouvé une poubelle qui trie tout de suite comme ça, quoi. Ce serait pratique, mais ça n'existe pas. Et voilà, donc, et puis alors en France, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui en France, on nous dit il faut recycler, il faut trier. Eh bien aujourd'hui, la France, au niveau de la masse globale de ses déchets, elle ne recycle que 24% de la totalité des produits que l'on a dans nos poubelles. On est les derniers en Europe, au niveau des pays significatifs. Mais il ne faut pas me regarder comme ça avec des yeux tout atterrés. Parce qu'avec 24%, c'est nous, les Français, qui avons la plus forte marge de progression. Et il faut en profiter, ça va tout seul. Hein? C'est important. Donc les solutions, elles existent. Très, très important. Donc, on a compris, 24% recyclés, très bien, parfait. Mais par contre, effectivement, 76% dans notre dépotoir respiratoire, avec les décharges, bien évidemment, et les incinérateurs. Donc ça, on ne peut pas aborder le nouveau siècle en voulant reproduire ce modèle qui nous a créé 30 problèmes au siècle passé. Alors évidemment, je vous montre un certain nombre de... Allez, je vais utiliser le mot, c'est pas sympa pour lui, hein, ni de déchets, vous voyez, parce que là, par exemple, vous avez le symbole type d'un produit qui a été fabriqué. On a fabriqué ce produit sans se poser la moindre question sur la façon de le démonter quand on n'aurait plus besoin. Résultat, on l'a baladé dans le monde entier. On l'a emmené à droite, à gauche et tout, parce qu'il y avait de l'amiante, il y avait plein de trucs dedans. Eh bien ça, aujourd'hui, ça ne doit plus exister. Et c'est pour ça,